Je m'appelle Aude Stulman, je suis l'une des responsables de la formation avec Romain Gatté, qui est également présent, et Sabine Mage. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter le Master 2 Diagnostic économique international. Je vais partager ma présentation. Je vais également avoir la chance de vous faire cette présentation avec 4 étudiants de la formation. Elena, Justine, Tom et William, nous vous remercions beaucoup d'être à nos côtés pour échanger avec les étudiants et les futurs candidats, j'espère, au sujet de la formation. Alors, attendez, parce que là, je vois, oui, c'est très bien. Donc, je vois, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, très bien. Oui? C'est bon? Il faut me dire, et c'est bon, ça défile? Je vous entends pas du tout, hein. J'entends Oui, ça personne à défile. part moi-même, mais c'est pas Oui, c'est grave. bon. Oui, c'est Oui, bon. ça défile très bien. Alors attendez, hop. Non, c'est moi qui ai un problème de son. Donc là, je pense que je vais vous entendre. Si vous voulez me signaler, c'est On bon, vous vous voyez entend la très bien et on présentation? voit Très bien. la présentation Super. et ça défilait. Merci beaucoup. Donc, ce parcours de M2, le Master 2 Diagnostic économique international, a pour objectif de vous former à la carrière d'économiste spécialisé sur les questions internationales. OK. Donc, il a plusieurs spécificités et je souhaiterais d'ores et déjà souligner 2 d'entre elles. Tout d'abord, la formation est effectuée en alternance et nous considérons avec les responsables du master et je pense les étudiants ici présents que c'est un point fort de ce parcours de M2, que c'est très adapté pour votre future insertion professionnelle notamment. Par ailleurs, c'est un parcours qui s'adresse à des étudiants qui se destinent à l'expertise économique au sens large, c'est-à-dire aussi bien dans les secteurs publics que privés. Vous allez voir que notre objectif, c'est de vous donner une formation complète sur le plan académique, mais aussi de vous permettre d'acquérir des compétences plus opérationnelles, plus pratiques, qui sont les métiers de l'économiste. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces objectifs pédagogiques à présent, mais juste une remarque, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion. On essaiera de répondre à toutes les questions, soit au cours de la présentation, soit à la fin, ou à m'interrompre si je ne suis pas claire sur un point en particulier. Donc, tout d'abord, sur les objectifs pédagogiques de la formation, vous l'avez compris, il s'agit d'acquérir une expertise économique sur les questions d'économie internationale et donc tout d'abord avec des enseignements dits de spécialisation. Et les principales thématiques qui seront abordées, c'est l'analyse du risque pays, qui est une thématique de longue date de cette formation, sur laquelle on a à la fois des enseignements et des apprentissages, mais vous ferez également de la macroéconomie, de la finance internationale. Vous allez acquérir des compétences en matière d'évaluation des politiques publiques. Vous aurez des cours plus propres, plus spécifiques sur les politiques de développement et également d'analyse conjoncturelle. Donc ça, ce sont un peu les grandes thématiques abordées au cours de la formation via des enseignements de spécialisation. Mais nous tenons également à vous proposer un ensemble d'enseignements d'ouverture qui vous permettront d'appréhender les enjeux économiques contemporains, les enjeux économiques internationaux, sous toutes leurs dimensions. Donc là, j'ai simplement cité quelques exemples, comme un cours sur l'accord de Paris qui s'intitule Économie et géopolitique des questions environnementales, un cours qui est donné par une équipe de l'AFD, un cours sur les stratégies d'influence des acteurs privés qui est donné par exemple par le directeur du plaidoyer d'Oxfam, et puis un cycle de conférences pluridisciplinaires sur la thématique des crises et des politiques publiques qui donne lieu à l'invitation de personnalités issues des milieux socio-économiques, mais aussi académiques, de disciplines distinctes de celles de l'économie. Donc, pour citer quelques exemples de ces enseignements d'ouverture que nous vous proposons.
Je vous invite à aller voir la maquette pédagogique sur le site de Dauphine du master. Vous aurez tout le détail sur les cours et je peux aussi y revenir à la fin de la présentation si vous le souhaitez. Enfin, un autre objectif pédagogique de cette formation, c'est de vous amener à développer plusieurs types de compétences grâce à des modalités pédagogiques très diverses. Donc, vous verrez, vous êtes une petite promotion, en général un peu moins de 30 dans ce parcours de M2. Vous allez avoir des enseignements qui favorisent l'interactivité avec vos enseignants. Vous aurez des travaux de groupe, des exposés, des projets, des études de cas, mais aussi des examens sur table, classiques. Donc, c'est très divers et l'objectif de cette diversité, encore une fois, qui est un peu un mot important pour notre formation, c'est de vous permettre d'acquérir des compétences qu'on considère souvent comme transversales à tous les enseignements et bien utiles pour la suite de votre parcours professionnel et personnel. Alors, quelques mots sur l'équipe pédagogique. Vous l'aurez compris, avec les quelques personnes que j'ai déjà citées comme enseignants de la formation, qu'on a une équipe pédagogique qui est à la fois composée d'universitaires, donc d'académiques, et de professionnels pour vous offrir une formation complète. Donc, grâce aux enseignements du master, vous allez acquérir des connaissances approfondies qui sont à la fois théoriques et opérationnel. Et cela est possible parce que nous avons constitué une équipe pédagogique qui est très nombreuse, puisque certains cours ont de nombreux intervenants. Vous avez des enseignants qui ont des parcours très différents. Donc, je l'ai dit, vous aurez des enseignants-chercheurs de l'université. Vous aurez également auprès de vous aussi bien des macroéconomistes de banque, issus de la Banque de France, des économistes de l'AFD, voilà, c'est vraiment ou issus des milieux bancaires et financiers. Donc, il y a aussi bien des intervenants professionnels que des académiques. Et nous avons constitué cette équipe pédagogique pour vous offrir des enseignements qui, à l'issue de la formation, vous donneront une maîtrise des outils de l'économiste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cela On entend par cela être à la fois à même d'avoir de bonnes compétences en micro et macroéconométrie et bien sûr en statistiques avancées, en no-casting. Vous avez un cours spécifiquement dédié au no-casting et en modèle de prévision, mais aussi sur les techniques d'évaluation des politiques publiques, pour citer les principaux outils. Vous serez également conduit dans le cadre de vos cours à mettre en œuvre ces méthodes de l'analyse qui sont propres au diagnostic économique. Vous allez faire l'exercice de la mise en œuvre de ces méthodes, notamment au travers de rédaction de fiches de risque pays ou de notes de conjoncture, d'études sectorielles, pour encore une fois donner quelques exemples. Et puis enfin, vous aurez une formation par la recherche, nous y tenons vraiment, quelles que soient vos aspirations professionnelles futures, vous recevez dans le cadre de ce master avec les enseignants-chercheurs une formation par la recherche et pour certains, vous vous destinerez, alors vous êtes peu nombreux chaque année, bien sûr, mais chaque année, on a quelques étudiants, 3, je crois, l'année dernière, qui poursuivent en doctorat. Donc, quelques mots maintenant sur l'apprentissage. Donc, une des spécificités de cette formation, je l'ai dit en introduction, c'est d'être effectué en apprentissage. C'est un parcours qui est assez exigeant, puisque vous allez mener parallèlement vos études et une activité professionnelle avec des missions souvent très intéressantes, mais donc également très exigeantes. Le parcours en apprentissage, il est organisé selon un rythme bien spécifique, puisque de septembre à mars, vous serez du lundi au mercredi dans votre institution d'accueil, et puis les jeudis et vendredis à l'université. À partir de début avril, vous serez à plein temps dans l'institution d'accueil dans laquelle vous effectuez votre alternance. Alors, comme le parcours est exigeant, bien sûr, on souhaite que vous soyez accompagné au mieux et vous verrez que vous allez bénéficier d'un encadrement très régulier, non seulement de votre maître d'apprentissage. Donc, votre maître d'apprentissage, c'est la personne qui va vous guider dans les missions que vous effectuez dans l'institution d'accueil, mais vous serez également accompagné par un tuteur académique qui est un enseignant-chercheur
et qui va vous suivre tout au long de l'année. Je ne vais pas donner trop de détails, mais n'hésitez pas ensuite si vous avez des questions. Vous allez voir que votre tuteur académique effectuera 2 visites en entreprise ou dans l'institution publique où vous effectuez votre alternance. Vous aurez aussi ce qu'on appelle les 2 livrets d'apprentissage. Et ces 2 livrets d'apprentissage, le premier, c'est à peu près maintenant, hein, vos camarades vous le diront, c'est vers la mi-février. C'est un peu comme un rapport de stage sur la première période effectuée dans le cadre de l'alternance. Et puis le deuxième livret, c'est un mémoire d'économie qui, lui, va donner lieu à une soutenance à l'université, hein, qui est un travail plus approfondi que le premier livret. Alors, quelques mots sur les institutions d'accueil. Donc, vous voyez ici l'exemple, des exemples d'institutions d'accueil qui ne sont pas exactement celles de cette année, hein. On a choisi de vous mettre un échantillon représentatif parce que, comme vous pourrez le constater si vous échangez avec les étudiants, on a certains partenaires qui sont très réguliers. Donc, il y a des institutions d'accueil qui, tous les ans, accueillent des apprentis du Master Diagnostic économique international qui nous adressent leur offre de façon dédiée pour les étudiants, hein. Donc, je peux citer la Banque de France, la DG Trésor, l'AFD, COFAS, Global Sovereign Advisory. Ça, ce sont des institutions, hein, qui accueillent tous les ans des apprentis du master. Et puis chaque année, hein, alors les grandes banques aussi, hein, françaises, mais des multinationales qui peuvent être des partenaires réguliers. Mais chaque année, on a aussi des nouvelles institutions d'accueil, c'est-à-dire soit nos étudiants ont fait des démarches personnelles parce qu'ils ont des aspirations, hein, particulières et ils trouvent des apprentissages par eux-mêmes qui viennent enrichir cette offre d'alternance, soit parce que nous-mêmes, on a fait des démarches, parce qu'on a envie de travailler avec certaines institutions en particulier, hein. Voilà. Donc, quelques exemples, hein, des institutions d'accueil. Vous noterez la diversité. Cette diversité, elle s'explique là encore du fait des profils très différents de nos étudiants et de leurs projets professionnels qui peuvent être assez distincts. Alors, quelques mots sur l'association d'étudiants, l'association étudiante qui est très dynamique et le réseau d'alumni qui lui-même est très développé, hein, parce que le master a un certain nombre d'années et nos alumni ont évolué dans leur carrière et continuent à entretenir des liens étroits avec la formation. Mais bien sûr, sur tout ça, je laisserai la parole aux étudiants dans quelques instants. Alors, j'ai mis ici les 2 exemples des activités les plus importantes, je dirais d'abord de l'association des étudiants du Master 211, hein, pour utiliser le nombre dédié à cette formation. Donc, tout d'abord, l'organisation d'un voyage d'études. Alors, le voyage d'études, pour nous, hein, ça fait pleinement partie de la formation, hein. C'est inscrit dans le calendrier de l'alternance. Ça fait partie du projet pédagogique. Chaque année, les étudiants définissent une problématique, une thématique et une destination. Et c'est cette thématique qui va présider à l'organisation des rencontres et des visites qu'ils vont effectuer dans le pays choisi. À nouveau, hein, il y aura aussi bien des visites auprès des banques centrales, des ministères, des universités que d'organisations non gouvernementales, d'acteurs industriels. C'est très varié pour pouvoir répondre aux attentes des étudiants qui, je l'ai déjà dit, sont très différents les uns des autres. Donc, voilà quelques exemples. Cette année, ils partent en Italie, à Milan, puis à Rome. Et puis, ensuite, il y a la conférence académique qui est organisée tous les ans et donc qui est préparée et animée par nos étudiants. Je n'ai pas encore mis la suivante, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle a lieu le 14 mars et qu'elle portera sur le retard économique et technologique de l'Europe, le décrochage éventuel. Voilà, pour reprendre le titre exact. Et vous êtes bien sûr les bienvenus à cette conférence sur laquelle on a déjà communiqué, je crois, sur le LinkedIn, enfin j'en suis sûre, sur le LinkedIn du Master. Par ailleurs, je l'ai dit, nous avons une association
qui entretient également des liens avec les alumni. On a un réseau d'alumni qui est très développé. Donc, chaque année, alors bien sûr, hein, d'une année sur l'autre, ça varie, mais chaque année, on organise des rencontres qui peuvent prendre différentes formes, hein, aussi bien des ateliers sur des thématiques de métiers en particulier ou des rencontres plus informelles, hein, pour échanger sur vos perspectives à venir après le master. Alors, quelques mots sur l'insertion professionnelle, hein, qui est de qualité, vous vous en doutez, et qui, à nouveau, je vais souligner, hein, vous destine à des carrières assez diverses. Donc là, j'ai mis la statistique de l'enquête 2023 sur la promotion 2022, mais je peux indiquer que l'insertion professionnelle, elle est excellente indépendamment, hein, d'une année donnée et de ces enquêtes, hein, nous, du fait de notre expérience, hein, étant responsable depuis un certain nombre d'années de cette formation, il y a vraiment une très bonne insertion professionnelle qui est dans des activités très différentes, hein, les missions qui vous sont confiées. Donc, à nouveau, là, j'ai mis un découpage qui a été établi à partir de l'enquête de 2023. Et vous voyez, alors, que c'est une photo d'une année donnée, donc ce n'est pas forcément représentatif de tous les ans, hein, mais vous allez vous destiner à des missions, bien sûr, hein, dans les services d'études économiques, d'évaluation de risque pays, d'évaluation de politique publique aussi. Vous pouvez faire de la veille stratégique, de la recherche, hein, je l'ai dit, des activités de conseil, notamment dans des cabinets de conseil sur plutôt des pays en développement. Voilà pour citer quelques exemples d'activités futures de nos anciens étudiants. Dans quels organismes vous allez travailler? Alors, beaucoup d'entre vous, hein, aussi choisissent de faire un VIA ou un VIE après la formation. Et plus globalement, hein, vous vous destinez à des activités dans des entreprises multinationales, mais aussi, hein, des sociétés de conseil, en banque, des sociétés d'assurance ou dans le secteur public, hein, c'est souvent à peu près 40%, hein, si je fais une moyenne lycée, à peu près 40% de nos étudiants vont vers le secteur public et 60% vers le secteur privé, je dirais. Voilà, quelques exemples des organismes vers lesquels vous vous destinez. Alors, je dis très rapidement quelques mots sur la candidature, mais ça n'est pas nécessaire en fait, puisque toutes ces informations, elles sont sur le site. Donc, je les ai listées là, juste en recopiant ce qui figure sur le site du master. Donc, il vous suffit d'y aller. Vous savez que les candidatures sont ouvertes et donc, je vous invite à constituer votre dossier de candidature dès à présent. J'ai juste précisé qu'également les étudiants qui, alors ça s'adresse plutôt aux étudiants dauphinois du Master 1 Affaires internationales et développement, mais je voulais préciser que si vous avez suivi le certificat ACME, donc Certificate of Advanced Quantitative Methods in Economics, vous pouvez tout à fait poursuivre dans le Master, hein. C'est le cas de Tom et William qui sont ici. Par ailleurs, souvent, on nous pose la question, donc je prends les devants sur la nécessité ou pas d'avoir fait une année de césure pour suivre la formation. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire, mais je ne peux pas non plus ne pas vous dire que c'est un plus et que c'est fortement apprécié et que selon, hein, les candidatures, ça peut devenir un critère très important de sélection. Pourquoi? Hein, parce que nous avons remarqué que d'abord, vous étiez beaucoup plus épanoui parfois dans le Master 2 Diagnostic économique international quand vous aviez fait une année de césure, parce qu'une année de plus, ça vous offre quand même une maturité plus grande pour mener à bien à la fois vos études et cette activité professionnelle qui est l'apprentissage, mais ça n'est pas obligatoire, hein, on a des parcours aussi différents, donc vous pouvez tout à fait candidater si vous n'avez pas effectué de césure. Voilà, j'ai également rappelé les étapes pour l'admission, mais ça aussi, c'est sur le site. Et les pièces qui sont demandées pour le dossier, ça, c'est sur la plateforme My Candidature. Mais je l'ai mis au cas où, hein, il y aurait encore des questions. Et je vous remercie de votre attention. Donc là, peut-être, si vous êtes d'accord,
Romain, n'hésite pas hein, si tu souhaites ajouter quoi que ce soit, mais je peux laisser la parole aux étudiants juste pour que vous vous présentiez et que vous indiquiez où est-ce que vous effectuez votre apprentissage éventuellement. Je vais cesser le partage de la présentation. Alors, attendez, vous allez me dire si ça a marché. Est-ce que j'ai arrêté le partage là? Oui? Oui. Très bien, merci beaucoup. Donc, peut-être je vous laisse la parole, Elena, Justine, Tom et William, juste pour indiquer aux participants à cette réunion d'information avant de répondre aux questions, ce que vous souhaitez dire, hein, de toute façon, en plus de ce que j'ai évoqué, et où est-ce que vous effectuez votre alternance? Elena, je vous donne la parole d'abord. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Alors bonsoir, moi je fais mon alternance à la BPI, donc Banque publique d'investissement, et je suis au service risque climatique. Très bien, merci. Oui, donc William et moi, on est en alternance chez Global Sovereign Advisory, qui est une boîte de conseil souverain. Et on est tous les deux au bureau de l'association du 211. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas. Merci, Justine. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis en alternance chez Natixis dans une équipe de recherche macroéconomique. Très bien. Alors, on a une première question d'Anouk. Alors, je n'ai pas bien compris. Vous me demandez si vous pouvez candidater au M2 en disant que vous voulez faire une année de césure avant de rejoindre le M2? Non, il faut candidater. Si vous candidatez pour l'année prochaine, il faut candidater maintenant. Si vous effectuez une année de césure, c'est à l'issue de l'année de césure qu'il faut candidater. J'espère que j'ai bien compris votre question. N'hésitez pas. Oui. Ensuite, m'ayant fait de la macro-micro, aurais-je toujours une chance? Alors, Bassoun, donc corrigez-moi hein, si jamais je ne dis pas bien votre prénom, mais vous avez fait des études de quoi? Vous pouvez prendre la parole. Hein. Je me permets de parler directement. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, j'ai commencé par un bachelor de commerce international et actuellement, je suis à Nanterre en affaires internationales et négociations interculturelles. Donc, c'est axé économie et commerce avec voilà, des enjeux géopolitiques et de politique publique. Et donc, voilà, j'aimerais candidater notamment à votre master. Alors, comme je l'ai montré hein, dans la présentation, hein, on a des candidats qui sont issus d'IEP, hein, d'Instituts d'études politiques ou issus d'écoles de commerce hein, qui n'ont pas fait des études spécifiquement d'économie. Ce à quoi on va être attentif dans votre dossier, c'est si vous avez les bases requises pour suivre les enseignements du master. Donc, si vous m'indiquez hein, que vous avez suivi des enseignements en macro, micro et que vous avez également fait de l'économétrie, c'est un peu l'essentiel, hein, un peu d'économie internationale aussi. Bien sûr, on prendra en considération votre dossier. Vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir fait un parcours d'économie. On a de très nombreux candidats des grandes écoles de commerce et d'IEP et d'autres formations qui sont plutôt sciences politiques. Donc, candidatez. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, pour les étudiants qui continuent un doctorat suite au... Alors, ça dépend, Arthur. En fait, bien sûr, nous sommes un master où il y a des apprentissages. Alors, c'est pas tous les apprentissages, encore une fois, c'est important hein, de le souligner, mais il y a des apprentissages où les alternants effectuent vraiment des missions de recherche qui les préparent hein, ensuite à continuer en doctorat. Certaines institutions, alors je peux donner des exemples, on a eu des chiffres à COFAS, on a un chiffre à GSA, donc on a des chiffres, on peut avoir des chiffres, on a des COFRA à la Banque de France, mais on a aussi des allocations doctorales.
Voilà, donc nos étudiants, hein, ils candidatent aussi aux allocations doctorales dites classiques hein, du ministère. C'est pas la même façon de candidater, mais ça c'est un peu tôt pour l'évoquer avec vous. Mais si jamais vous avez ce type d'aspiration, nos étudiants ne sont pas limités hein, dans les modalités de financement de leur doctorat. Ceux qui souhaitent poursuivre en doctorat, en général, il y en a qui aspirent vraiment hein, à effectuer un CIFRE ou une COFRA, c'est leur choix, mais d'autres qui tentent également d'avoir des allocations doctorales et l'obtiennent. Alors, auquel vous accordez le... On va prendre la question de Youssef Risk d'abord, qui a levé la main. Oui, je vous écoute. Alors moi, comme vous êtes nombreux, ça y est, je vois. Parce il faut que je regarde tantôt le fil de discussion tantôt. Donc, Youssef Risk, merci Romain. Oui, bonsoir. Moi, ma question elle porte sur les relevés de notes du M1. Vu que en fait, je fais un master d'économie à Paris-Saclay et le relevé de notes, c'est un relevé annuel. Donc pour le premier semestre, je voulais savoir comment ça se déroule parce que j'aurai pas tous mes notes avant le 27 février. Tout à fait, tout à fait. Alors, en général, comment les étudiants procèdent hein, ils font une déclaration, une attestation sur l'honneur des résultats qu'ils ont déjà obtenus quand il n'y a pas de relevé de notes officiel. Souvent, vous pouvez également imprimer un relevé qui n'est pas officiel pour les notes qui ont été rendues. Et si vous êtes convoqué pour l'entretien de sélection, on vous repose la question, nous, pour savoir si vous avez obtenu des résultats depuis. Voilà, donc c'est le cas de la plupart, hein, tous les étudiants qui sont en M1, ils ont forcément un relevé de notes qui est incomplet et donc ils font des attestations pour nous donner leurs résultats académiques sur l'honneur. D'accord, merci. Avec plaisir. Marie-Lys? Oui, alors en fait, merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais une question par rapport au certificat ACME. Quelle est la proportion d'étudiants que vous prenez issus de ce certificat ayant fait la majeure économie? Et est-ce que c'est vraiment un plus nécessaire? Est-ce que ça distingue vraiment le dossier pour le passage entre le M1 et le M2 en AID? Alors non, ce n'est pas du tout un passage nécessaire. Hein, ils sont peu nombreux encore, hein, les étudiants de M1 qui suivent ce certificat. En général, c'est une formation intéressante. Hein, je ne vais pas vous dire c'est un plus en termes de formation, mais ce n'est pas du tout un prérequis. Ils sont très peu nombreux. Ils sont 3. Vous êtes 3 cette année, hein, je ne me trompe pas, Tom. Voilà, vous êtes 3 étudiants à avoir suivi le certificat ACME. Donc, ce n'est pas un prérequis pour rentrer dans le master. Après, c'est aussi intéressant pour vous si vous avez suivi ce certificat et que ça vous plaît. Mais ce n'est pas du tout un prérequis, Marie-Lys. Il y avait une autre question ou pas? Non, merci beaucoup. C'est parce que je suis candidate pour le M1, donc je voulais savoir. Merci beaucoup. Après, il faut le faire si ça vous intéresse, parce que c'est une très bonne formation. Ça, c'est mon conseil. Voilà. Alors, peut-être on va revenir au fil de discussion. Donc, La question de alors, Caro le placement Aubion. de vos institutions partenaires. Alors, je vous explique pour l'apprentissage, c'est une question importante pour vous tous. Première remarque, il n'y a aucune difficulté pour trouver un apprentissage dans la formation. Vous pouvez témoigner, hein, les étudiants, on a plus d'offres que d'alternants et plus d'offres adaptées au master. C'est-à-dire, on a même des partenaires qui n'ont pas pu recruter des étudiants du master parce qu'on a un nombre d'offres trop important. Enfin, pas trop important, mais très important. Et par ailleurs, il y a une grande diversité. Alors, des postes à l'AFD d'alternants, il y en a 2 cette année. Avant, il n'y en avait qu'un. Vous êtes nombreux hein, à être attirés par un poste d'alternant à l'AFD. Donc, par contre, je ne vais pas vous dire vous allez avoir un poste d'alternant à l'AFD. C'est-à-dire vous allez être plusieurs à candidater hein, sur les mêmes postes dans les offres qui sont mises à votre disposition. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'offres dédiées qui sont envoyées au master, qu'on met en commun avec les étudiants de la nouvelle promotion et ils sont nombreux parfois à candidater sur un même poste. Mais voilà, il y a
beaucoup d'apprentissage. Ils sont tous, il me semble, intéressants. Après, par vous-même, hein, vous trouvez aussi beaucoup d'offres par vos démarches. Et puis, on a le forum de l'alternance. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Mais vous ne pouvez pas être assuré d'avoir une alternance dans telle ou telle institution, Claire, parce que vous devez être choisi par l'AFD ou n'importe quelle institution d'accueil. Et c'est eux qui décideront s'ils souhaitent travailler avec vous pendant une année. De postes d'alternants dans les ministères et des Affaires étrangères. Alors, à la DG Trésor, par exemple, cette année, on a régulièrement, quasiment tous les ans, un poste en risque pays. Cette année, on a également un poste sur la réindustrialisation, hein, que j'encadre, qui est vraiment passionnant, plutôt dans le service politique sectoriel. On a également un alternant qui est pour la 2e année consécutive, donc j'espère que là aussi, ça sera un apprentissage régulier sur l'aide au développement. Voilà, donc il y a 3 postes à la DG Trésor. Au ministère des Affaires étrangères, cette année, nous n'avons pas d'alternants. J'ai eu des alternants parfois sur des missions liées aux questions environnementales, notamment. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Anouk. Ensuite, j'avais une main levée. Non. Il y avait une question sur les cours, s'ils se faisaient tout le temps en anglais ou non, de Cédou. Ah, Éloi n'arrive pas à prendre la parole, je vois. Ne levez pas la main, mais vous pouvez prendre la parole, je vous écoute. Et après, on répondra à Cédou. Oui, bonjour madame. Merci beaucoup tout d'abord pour votre présentation. Je suis actuellement en césure en Égypte et je vais effectuer un stage dans une boîte de conseil en développement qui travaille notamment avec des partenaires comme l'AFD, la Guise ou d'autres bailleurs de fonds qui ont des projets dans la région. Et donc j'ai un master en géopolitique et relations internationales à l'Institut catholique de Paris. Mais avant, j'ai plus une formation en management, notamment avec un bachelor en management. Il y a déjà un étudiant qui a posé une question sur la nécessité d'avoir des connaissances en macro, microéconomie. Tout d'abord, je voulais savoir si un profil comme le mien pouvait vous intéresser ou si c'était rédhibitoire de ne pas avoir d'abord effectué un master lié au milieu du management ou de l'économie. Et dans un second temps, je voulais aussi savoir si vous attendiez de nous, quand on postulait, d'avoir des garanties sur les alternances, sur l'alternance qu'on compte faire en M2, ou si toutes les alternances et tous les futurs alternants que nous serons doivent passer par votre offre avec vos institutions partenaires. Alors, je réponds peut-être d'abord à la 2e question. Vous n'avez pas du tout à candidater en ayant déjà trouvé une alternance. Si vous avez effectué des démarches par vous-même pour trouver une alternance qui vous plaît, c'est très bien. Si vous voulez, si vous êtes convoqué retenu pour un entretien pour être éventuellement sélectionné, nous faire part du fait que vous avez fait des démarches, que ça vous plairait de faire une alternance. C'est très bien. Mais nous, on va valider pédagogiquement cette offre. C'est-à-dire, il n'est pas sûr que de toute façon, on soit d'accord pour la valider. En général, on les valide. Hein. Vous faites des démarches auprès d'institutions très sérieuses avec des missions qui sont tout à fait satisfaisantes. Mais il y a toujours une validation pédagogique de la part des responsables de la formation. Nous devons valider le fait que les missions que vous allez effectuer et l'institution qui vous accueille soient adaptées au master, à votre niveau d'études, etc., etc. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas ni penser que parce que vous avez une alternance, c'est un plus pour rentrer dans la formation. Ce n'est pas le cas parce qu'on a toujours la possibilité de trouver une alternance une fois qu'on est sélectionné. Par contre, c'est super si vous faites des démarches, vous, pour trouver une alternance qui vous plaît suffisamment tôt, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux parfois à vouloir faire le même type d'alternance, mais ça ne va pas vous garantir l'entrée du tout dans la formation et ce n'est pas nécessaire d'effectuer la moindre démarche avant d'être sélectionné.
toutes les offres seront ensuite mises à votre disposition. Mais comme j'insiste encore, hein, il y a des offres qui ne sont pas du tout mises à disposition par nous, mais par vous. Et nous validons pédagogiquement. C'est-à-dire, vous faites des démarches de votre côté, vous trouvez une offre qui n'a pas été adressée à la formation, mais qui nous semble tout à fait pertinente. Nous la validons et vous pouvez faire votre apprentissage dans ce cadre. Donc, si je peux insister là-dessus, hein, il n'y a pas de difficulté pour trouver une alternance. Vous êtes libre d'effectuer toutes les démarches que vous souhaitez. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas dire que vous êtes pris dans le master tant que vous n'êtes pas sélectionné. Et ça n'est pas du tout forcément un plus, si ce n'est de vous aider à trouver l'alternance que vous préférez. Voilà. Pour la première partie de votre question, si vous n'avez pas suivi de cours d'économie, micro, macro, économétrie d'un niveau suffisant, vous ne serez pas à même de suivre les enseignements du master. Donc, ce n'est pas du tout qu'on ne souhaite pas avoir des profils différents au sein de la formation. C'est juste que nous nous assurons que vous allez pouvoir vous épanouir et ne pas être en situation d'échec. Parce que c'est un parcours de M2, c'est un cycle qui marque la fin de vos études si vous ne poursuivez pas en doctorat, et c'est donc déjà d'un niveau assez approfondi. Donc, vous ne pouvez pas découvrir l'économie en arrivant en M2, diagnostic économique international. Voilà, je ne sais pas si vous voulez davantage de précision sur ce point, mais si vous n'avez pas du tout fait d'économie, une mise à niveau pendant l'été, ça ne suffira pas. Il faut avoir fait les bases, hein, micro, macro et économétrie. Merci beaucoup. Non, c'est très clair. Et oui, j'ai eu des cours en macro et microéconomie, mais c'est juste que l'intitulé de mon bachelor précédent n'était pas un bachelor en économie. Donc, non, mais ça, ce n'est pas un souci. Encore une fois, on a des nombreux candidats qui ne sont pas issus de diplômes d'économie, hein. J'ai cité l'IEP, les écoles de commerce, entre autres. On a des doubles licences, géographie, économie, enfin. On s'intéresse aussi au parcours singulier, hein, des candidats. Dès lors qu'on imagine que vous ne serez pas en difficulté pour suivre la formation, tout va bien. Très bien, ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, la soutenance de mémoire, après la soutenance, comment s'organiser? Alors, bon, c'est un master où je l'ai souligné, hein, et ce n'est pas du tout pour vous dire que ça va être très difficile, parce que je pense que les étudiants peuvent le dire, vous passez une bonne année, mais il y a beaucoup de travail, il faut être organisé. On est d'accord? Voilà, il y a beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que vous avez des missions intéressantes dans le cadre de l'alternance. Vous avez cours jeudi et vendredi et vous avez du travail pour ces cours le jeudi et le vendredi. Donc, je ne vais pas vous cacher, hein, que c'est relativement exigeant. Les modalités d'examen, elles sont très variables suivant les enseignements. Donc, il n'y a pas une semaine dédiée comme vous avez pu l'avoir peut-être en licence aux examens. Bien sûr qu'il y a des périodes, comme ça arrive à la fin d'un cycle d'enseignement où vous avez beaucoup d'examens de différents types, hein, mais ce n'est pas dédié explicitement avec des examens sur table qui font que vous allez passer tous vos examens en même temps sous la même forme. Bien sûr, vous passez vos examens en parallèle de vos missions en alternance. Pour vous donner une idée du calendrier, on a des cours, hein, c'est un peu de la dentelle, hein, le Master Diagnostic Économique International. Donc, la plupart des cours, c'est à peu près 7 séances. Donc, au premier semestre, il y a 2 cycles d'enseignement, mais il y a des cours qui font 14 séances, donc qui sont beaucoup plus approfondis. Par exemple, en macroéconomie et macroéconométrie, hein, il y a un cours très conséquent qui est donné par Fabien Tripier et des économistes de la Banque de France. Donc, tous les cours n'ont pas exactement le même format. Et tout ça, vous le menez en même temps que l'alternance. La soutenance de votre mémoire, elle a lieu au plus tard, un peu avant la mi-juillet, je dirais. Donc, pas à la toute fin de l'alternance, parce que souvent, vos maîtres d'apprentissage, ils prennent des congés. L'université, c'est une soutenance qui a lieu à l'université, elle prend des congés également. Donc, mais vous terminez votre alternance plus tardivement, après la soutenance. Alors,
Est-ce que les postes d'alternance peuvent se transformer? Oui, clair, mais pas forcément du tout. Donc, on a chez GSA des anciens du master. On a à la DG Trésor beaucoup d'anciens du master. Ça, c'est une certitude. Donc, ça dépend. On a en banque des apprentis qui, après, ont eu des offres de poste. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants d'abord qui aspirent à faire autre chose, qui partent, je l'ai dit, en VIA, en VIE, mais ça arrive fréquemment. J'ai une apprentie à Alternative Économique qui a été embauchée à Alternative Économique après. Enfin, ça arrive fréquemment, mais absolument pas tout le temps. Alors, donc ça c'est une question que j'ai souvent. Qu'est-ce qui est important? Alors, qu'est-ce qui est important dans nos critères de sélection? Et là, je vais vous dire tout. Ce qui est important, c'est vous. C'est le mélange de vos résultats académiques, de vos expériences professionnelles, de votre motivation. C'est pas les résultats académiques, ils peuvent marquer une très grande progression. Vous avez tous des parcours très différents de vie d'abord, qui sont parfois à l'origine de parcours académiques qui ne sont pas les mêmes. Il y a un entretien de sélection. Pourquoi il y a un entretien de sélection? Parce que nous, on rencontre des personnes et on vous choisit pour qui vous êtes et la façon dont vous nous démontrez que vous avez un fort intérêt et une grande envie de suivre cette formation. Donc, je ne vais pas vous dire, il n'y a pas non plus de césure type. Ça, je le souligne. Souvent, j'ai des étudiants qui déjà viennent me voir parce qu'ils ont envie de faire ce master plus tard et qui me disent, mais qu'est-ce que je devrais faire pour être prise après dans le master ou pris dans le master? Et je dis, ce que vous aimez. Alors, c'est bien d'avoir de la diversité parce que je pense que c'est très important de connaître des expériences différentes. Parfois, la césure, ça vous permet d'avoir envie de faire tout à fait autre chose après le master, dans le cadre de l'alternance, je veux dire, pendant le master. Et puis même, des fois, l'alternance, ça vous ouvre de nouveaux horizons vers d'autres métiers. Je trouve qu'une des qualités de cette formation, si je peux me permettre de dire cela, c'est que parce que vous allez pendant une année avoir une équipe pédagogique si diverse, avec des académiques et des professionnels qui sont issus d'institutions très différentes, parce que vous allez être avec vos camarades qui eux-mêmes sont en apprentissage dans des institutions d'accueil qui ne sont pas les mêmes, qui apprennent des choses différentes, et vous allez échanger entre vous dans le cadre de vos travaux. Ça, c'est vraiment la richesse de la formation. Ça vous permet encore en Master 2 de vous déterminer sur ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, qui, j'espère, vous passionne. Et parfois, on peut se découvrir simplement quand on a davantage de connaissances sur les différents métiers de l'économie et davantage d'expérience sur tous ces sujets. Alors, je vais remonter le fil de discussion, mais s'il y a des questions que vous avez repérées auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à lever la main pour me les poser. Arthur. Les cours en anglais déjà, je viens d'en voir un de ces doux que Romain avait déjà soulevé. Alors, il y a certains enseignements en anglais, mais ils sont minoritaires. C'est 1/3 à peu près. Arthur, je vous écoute. Oui, bonjour. Merci déjà pour la présentation. Et aussi, du coup, c'était une question plus tournée pour les étudiants du M2. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose que vous avez particulièrement apprécié, du moins pendant cette première partie de l'année, peut-être au-delà de l'alternance, peut-être dans le contenu des cours, de ce qui aurait pu changer, par exemple, par rapport au M1, des choses qui ont évolué, enfin, du coup, peut-être plus d'une perspective de ceux qui étaient déjà à Dauphine. Mais voilà. Alors, la question, elle est pour les étudiants. N'est-ce pas, Arthur? Oui, c'est ça, c'est pour les étudiants. Je vous laisse répondre. Peut-être vous voulez préciser la question, Arthur. En fait, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'ils apprécient dans le master en alternance? Qu'est-ce qui est différent pour eux par rapport au M1?
Oui, c'était plus au niveau, des cours dispensés par rapport aux cours du M1. Est-ce que ça a évolué, du coup, beaucoup plus sur des, choses, appliquées à, par exemple, ce que vous pouvez faire, directement, dans vos, alternances en entreprise ou, en administration ou autre? Enfin oui, comment s'est évolué le contenu, académique, dans le M2, diagnostic? Oui, alors si je peux commencer, moi, c'est ce que j'allais te répondre, c'est qu'après avoir fait une année de césure et là, avec l'alternance, tu sais directement ce qui peut te servir en fonction de ce que tu veux faire et de ce que tu fais dans ton alternance et du coup, ça donne une dimension, beaucoup plus appliquée aux cours. Moi, je sais que j'ai une alternance qui est pas forcément, directement liée au master et pourtant parce que je suis en risque climatique et pourtant, il y a plein de fois où je me dis: «Ah, ça, je pourrais l'appliquer dans le modèle que je suis en train de créer» et du coup, ça rend les cours, beaucoup plus, pertinents et appliqués que parfois, en M1 où on peut se dire, ça, enfin, pas voir exactement comment est-ce que tu peux l'appliquer, directement dans la vie professionnelle. Et aussi, ça répond peut-être un peu moins à ta question, mais moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est en entreprise le début de la semaine et en cours la fin de la semaine et donc du coup, c'est vraiment, tu partages ta vie entre les 2 et c'est pas une semaine de cours et au moment où tu as tes cours, tu es beaucoup plus, attentif, je trouve et intéressé que quand, tu as une semaine, complète de cours. OK, Et peut-être si super. je peux compléter ce que vient de dire Elena, donc c'est un peu pour aller dans l'autre sens, mais c'est aussi chouette. Enfin, moi j'aime bien de voir des choses qu'on n'utilise pas forcément au travail, mais qu'on se rend compte que les autres le font, et donc on se dit bah ok, bah c'est super intéressant. Moi je l'utilise pas pendant les 3 premiers jours de la semaine, mais je sais que ça existe. Je sais donc effectivement c'est plus professionnalisant, mais c'est pas forcément parce que tu l'utilises pas au travail que tu le retiens pas, quoi. Ça peut aussi t'intéresser et c'est super. Oui, ça fait du bien d'avoir un peu cette scission dans la semaine entre le travail 3 jours, et ensuite pendant 2 jours, c'est vraiment l'université et on rentre un peu à la maison à Dauphine, quoi. Un peu Oui, c'est ça. assez confortable. OK. Bah, merci beaucoup, pour vos réponses. Alors, ce qui est sûr, hein, Arthur, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, les cours, hein, c'est pas du tout seulement des cours opérationnels, hein. Vous avez beaucoup de formations par la recherche et des enseignements aussi très, très techniques. Euh, donc, qui sont opérationnels au sens de l'économiste, mais qui sont des outils aussi utilisés pour la recherche de modélisation, de prévision, etc. J'ai Youssef. Oui, désolé encore une fois. Alors moi, ma question, Pas parce du que tout, hein. je suppose que ceux qui sont déjà à Dauphine seront forcément prioritaires. Donc moi, je voulais savoir, en général, et je sais que ça varie entre les années, ceux qui sont, issus d'établissements en dehors de Dauphine, est-ce qu'il y a combien de places par an ou je sais pas comment ça marche? Alors, bien sûr, hein, nous sommes un parcours d'un master qui s'appelle le Master Affaires internationales au développement et nous faisons en sorte, il y a 7 parcours, hein, que tous nos étudiants de Master 1 qui ont validé leur Master 1 puissent suivre l'année suivante. Après, le Master Diagnostic économique international, il est très sélectif, hein, vous l'aurez compris, vis-à-vis des Master 1 de notre université aussi. Donc, il y a déjà une sélection de ce type, hein, entre les différents parcours. Maintenant, c'est vrai qu'on accueille majoritairement, hein, des étudiants issus du Master 1 Affaires internationales et développement, mais on a aussi, il y a des parcours, on accueille aussi des étudiants qui n'ont pas forcément la majeure économie. Justine peut en témoigner, elle a fait Pistolise ou développement durable. On accueille aussi des étudiants qui n'ont pas fait le M1 AID, qui sont dauphinois, et on accueille aussi des étudiants qui sont extérieurs. D'accord. Euh, et donc, il faut vraiment ne pas hésiter à candidater. Nous, ça dépend. Bien sûr que les extérieurs à l'Université Paris-Dauphine sont très minoritaires dans la formation. Mais chaque année, on prend des candidats. C'est variable d'une année sur l'autre parce que c'est toujours la même histoire, Youssef. Ça dépend des autres étudiants qui sont avec vous et on constitue une promotion chaque année différente. Donc cette année, ils sont peu nombreux, hein, ça c'est sûr, mais il y a d'autres années, ils étaient beaucoup plus nombreux, les étudiants extérieurs. Donc il faut vraiment, n'hésitez pas à candidater. Si c'est de la formation que vous souhaitez suivre, il ne faut jamais se censurer dans les candidatures. Je vous remercie. Avec plaisir. Alors, si on est fait un
Oui, bien sûr. Encore une fois, tant que vous avez un niveau d'économie qui vous permet de suivre les cours, et ça, c'est nous qui le déterminerons en voyant vos enseignements, indépendamment du diplôme, si ce n'est pas un diplôme d'économie, vous pouvez candidater. Et oui, la lettre de motivation est importante parce que ça nous permet, il faut que votre CV soit bien construit, qu'on comprenne bien votre parcours, mais aussi que la lettre de motivation nous permette de suivre votre cheminement qui vous a conduit à candidater à cette formation. Et sur les délais de candidature, normalement, tout est en ligne sur ma candidature, mais j'ai également le calendrier. Et dans mon souvenir, vous avez raison, vous pouvez candidater jusqu'au 24 février à 18h, si mon calendrier est le bon. Alors, il nous reste très peu de temps. Oui, Éloi, je vous écoute. Oui, bonjour madame. J'avais une question sur est-ce que vous avez des exemples d'étudiants ou est-ce que les étudiants de la promotion actuelle ont des exemples donc d'étudiants qui se sont spécialisés sur une aire géographique particulière dans le diagnostic économique international? Parce que pour ma part, j'aimerais bien travailler en Égypte, si possible avec l'AFD. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des exemples parmi vos étudiants. Justine, alors vous n'êtes pas spécialisée sur une aire en particulier peut-être en ce moment, mais alors quand vous avez passé l'entretien de sélection, à l'évidence, vous avez des centres d'intérêt sur certaines régions en particulier. Sinon, pour répondre à la question des lois, oui, on a des étudiants qui sont passionnés hein, et qui d'ailleurs parfois poursuivent dans des services économiques régionaux de ces régions-là à l'issue de la formation. Et vous le verrez, parce que quand les apprentissages, par exemple en banque, vous pouvez aussi bien travailler sur la France et l'Europe que pour travailler sur les pays d'Afrique subsaharienne. Hein. Donc, vous avez, quand vous choisissez votre alternance, vous pouvez essayer d'effectuer une alternance soit sur une thématique et des missions qui vous plaisent, soit aussi sur des zones géographiques. Donc, de tout temps, on a eu des passionnés hein, de certaines régions. Hein. Je pense là à un ancien étudiant qui avait fait, on a un échange avec la POUC hein, au Chili et il est là-bas hein, maintenant encore, il y est retourné. Voilà, donc ça n'a pas cessé et il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas poursuivre dans ce sens. C'est le master diagnostic économique international. Donc, il faut avoir un goût pour l'international. Et si dans l'international, en plus, on a des préférences en particulier, c'est très bien. En plus, bon, pour notre part, enfin, pour ma part, je suis chercheur associé au CEPI et je suis chercheur à Dial. Hein, donc, c'est très important. Hein, beaucoup de gens font aussi des parcours liés à leur intérêt pour des zones géographiques autour de nous. Mais bon, vous pouvez changer aussi pendant le master et découvrir d'autres horizons. Et peut-être pour Oui, compléter, Tom. je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, Éloi, mais je sais qu'à l'AFD, les deux alternants ont chacun un portefeuille de 4 ou 5 pays sur lesquels ils se spécialisent, qui ne sont pas forcément tous dans la même zone géographique. Donc, bon, c'est un peu au petit bonheur la chance en fonction du portefeuille de pays qu'ils ont, mais ils se spécialisent sur quelques pays en tout cas. Peut-être que Justine peut ajouter un mot aussi sur le Oui, sujet parce qu'elle justement, c'est ce que est sur une zone. j'allais dire. Du coup, chez Natixis, donc il y a plusieurs étudiants qui sont en risque pays et qui, pareil, ont un portefeuille de pays qui leur est attitré. Mais donc nous, on est deux en recherche macroéconomique et on a chacun notre... Enfin, c'est pas un portefeuille parce que du coup, il y en a enfin, une qui travaille sur France et moi qui travaille sur Espagne, enfin l'Europe du Sud, mais surtout Espagne et Italie. Et c'était des choses qu'on savait en postulant. Donc, on peut aussi orienter de cette manière, enfin, en fonction des offres d'alternance, il y a des périmètres géographiques ou thématiques qui sont prédéfinis. Donc, ça permet aussi de nous orienter en fonction de nos choix. Et juste pour ajouter quelque chose, comme il n'y a plus beaucoup de temps, enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous contacter ou quoi. Je pense qu'on sera ravis Exactement. de Merci, répondre à vos Justine. Voilà. interrogations.
J'allais terminer en évoquant cette possibilité. Vous pouvez nous écrire à Sabine Mage, Romain Gatté et moi-même si vous avez encore des questions. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre. Vous pouvez également écrire aux étudiants, échanger avec eux de façon plus informelle, notamment sur les enseignements qui ne sont pas à jour sur le site de la formation, mais il y a un mélange de cette année et de l'année prochaine. Mais voilà, c'est comme ça. Mais n'hésitez pas sur ce sujet-là, en tout cas, à nous interroger. Mais il y a quand même beaucoup d'informations sur le site. Et par ailleurs, attendez, là, moi, j'ai perdu une partie de l'image. Je reviens, voilà. Et si par ailleurs, vous avez encore des questions sur les modalités de candidature, etc., vous pouvez aussi nous solliciter. On va devoir bientôt arrêter, puisque c'est 1 heure qui a été prévue. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? N'hésitez pas, je peux vous laisser encore quelques instants. Mais sinon, merci d'avoir assisté à cette présentation et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et merci à notre chers étudiants d'avoir participé et échangé avec vous. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Au Super. revoir. C'était très clair. Merci beaucoup. À Avec tous. plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Et juste comment on fait pour vous contacter? Il y a un mail commun pour ce master? Alors, il y a un mail de l'assistante de formation que vous trouvez sur le site du master. Et puis sinon, c'est aude.stulman et c'est toujours @dauphine.psl.eu. C'est générique les adresses, mais vous les avez sur le site du master. Ok, super. Et Merci pour les beaucoup. étudiants, en général, via LinkedIn, il y a déjà quelques personnes qui nous envoient parfois des messages, donc n'hésitez Oui. pas. Ok, super. Puis on Merci. a le LinkedIn du master auquel on a tous accès, l'association et nous-mêmes. Mais c'est toujours mieux, si c'est vraiment lié aux candidatures, nous écrire sur notre adresse dauphinoise. Par ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais on a une formation en apprentissage, mais on est aussi ouvert en formation continue. Donc, je ne sais pas s'il y avait des candidats de ce type dans l'auditoire, mais c'est aussi une possibilité. Voilà. Merci à tous. Très Merci bonne beaucoup. soirée, vu qu'il est tard. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.